Sur Fox News, elle est arrivée là-bas en débordant de condescendance, avec 15 minutes de retard. Pendant des années, la femme de Bill O'Reilly est restée silencieuse au sujet de l'homme en qui l'Amérique avait confiance. Puis, elle a découvert quelque chose de tellement troublant qu'elle a déménagé en quelques mois. Les documents judiciaires révèlent un schéma de contrôle, de surveillance et d'abus qui allait bien au-delà de ce que quiconque imaginait. Il a utilisé des détectives privés pour suivre chacun de ses mouvements. Il a essayé de dresser la police contre son nouveau petit ami. Il a même contacté l'Église catholique pour la punir. Mais le plus choquant, c'est que ses propres enfants ont choisi de témoigner contre lui devant le tribunal, révélant des secrets qui feraient les gros titres dans le monde entier. Bill O'Reilly est né le 10 septembre 1949 à l'hôpital Columbia Presbyterian de Manhattan. Ses parents étaient des catholiques irlandais de la classe ouvrière. Son père travaillait comme comptable de devises et sa mère restait à la maison pour élever les enfants. Quand Bill avait seulement 2 ans, la famille a quitté son petit appartement à Fort Lee, dans le New Jersey, et a déménagé à Levittown, Long Island. Sa mère s'est assurée qu'il soit élevé avec des valeurs catholiques strictes et ils ont fréquenté l'école paroissiale St. Bridge. Les deux côtés de sa famille avaient fait de profondes racines irlandaises avec des ancêtres du comté de Cavern et d'Irlande du Nord. Même s'il est devenu riche et puissant plus tard, O'Reilly s'est souvent appuyé sur ses racines ouvrières pour se connecter avec les Américains de tous les jours. Levittown a façonné O'Reilly de plus de façons qu'il ne l'a jamais admis. C'était l'une des premières 16 banlieues produites en masse dans le pays, mais elle était aussi ségrégée. Les familles noires n'étaient pas autorisées à y acheter des maisons quand O'Reilly grandissait dans les années 1950 et 1960. Cela signifie qu'il a grandi dans un endroit qui n'offrait pas beaucoup d'exposition à différentes cultures. Il a fréquenté Chaminade High School, une école privée catholique pour garçons où sa grande taille et sa nature conflictuelle sont devenues évidentes. Il a joué au hockey universitaire en tant que gardien de but, un rôle qui convenait à ses instincts agressifs. Il a même croisé Billy Joel, qu'il a écarté comme un voyou de Hicksville, ce qui montre clairement qu'il voyait déjà le monde en divisions tranchées. Il s'est regroupé avec les sportifs et a rabaissé ceux qui ne correspondaient pas à son image de la réussite. Après avoir terminé ses études d'histoire au Marist College en 1961, O'Reilly a fait un geste inattendu. À seulement 21 ans, il a commencé à enseigner l'anglais et l'histoire à Monsieur Edward Pace High School à Miami. L'école servait un corps étudiant diversifié, ce qui contrastait fortement avec son éducation. Cet emploi d'enseignant a marqué sa première expérience en matière d'autorité, et il s'y est investi. En même temps, il a commencé à travailler comme pigiste au Miami Magazine. Dans le plus pur style O'Reilly, il serait entré sans y être invité dans leur bureau de Coconut Grove et aurait dit au rédacteur en chef qu'il était leur nouveau critique de cinéma. Cette audace lui a valu le poste, même s'il n'était pas payé. Il a peut-être aussi suivi des cours de 3e cycle à l'Université de Miami, mais ses dossiers y sont flous. Ces années ont contribué à façonner sa confiance et son besoin de contrôle. En 1973, il s'est inscrit à l'Université de Boston pour étudier le journalisme audiovisuel. Il a terminé sa maîtrise la même année. Le programme était intense et rempli d'étudiants ambitieux. O'Reilly s'intégrait sur le plan académique, mais socialement, c'était une autre histoire. Les professeurs et les camarades de classe ont rapidement remarqué son arrogance. Il a effectué des stages dans des journaux et des stations de télévision, jetant les bases de sa carrière dans les médias. Avant même de terminer ses études, il a commencé à travailler à WPTV à Scranton, en Pennsylvanie. C'était le premier vrai test pour savoir si ses compétences pouvaient correspondre à son attitude. Il est rapidement devenu évident qu'il était bon pour attirer l'attention, mais aussi difficile à gérer. À WNEP-TV, il a travaillé comme météorologue et présentateur. Son style était fort, direct et souvent agressif.
En coulisses, il s'est tellement disputé avec la direction qu'ils ont failli le renvoyer à plusieurs reprises, mais les téléspectateurs l'appréciaient. Ses codes d'écoute étaient fortes et cela l'a protégé. La leçon lui est restée. Tant que les gens regardaient, ils pouvaient s'en tirer avec n'importe quoi. Ensuite, il y a eu Dallas. À WFI-TV au milieu des années 1970, il a remporté un prix du Dallas Press Club pour un reportage d'enquête, mais la façon dont il a obtenu cette histoire a soulevé des sourcils. Des sources ont affirmé plus tard qu'il avait secrètement enregistré des appels téléphoniques sans autorisation. C'était illégal et cela violait l'éthique journalistique, mais cela a fonctionné. Le prix lui a donné un coup de pouce professionnel et a renforcé sa conviction que les résultats étaient plus importants que les règles. En 1978, il avait déménagé à Denver où il travaillait à KMGH-TV. Là, il a couvert un spectaculaire détournement d'avion à l'aéroport de Stapleton et a remporté un Emmy local. Mais, là encore, des questions ont suivi. Des collègues ont dit qu'il avait exagéré certaines parties de l'histoire et qu'il s'était même mis, lui et son équipe, en danger juste pour rendre les images plus spectaculaires. Il adorait traquer les histoires, mais certains ont dit qu'il avait franchi la ligne entre l'audace et l'imprudence. Quand un nouveau patron a pris la direction de la salle de presse, O'Reilly a commencé à l'appeler par des noms comme Lucifer et le roi de l'enfer. L'Emmy l'a protégé pendant un certain temps, mais le schéma d'embellissement des histoires était maintenant fermement en place. En 1982, il a rejoint CBS News en tant que correspondant de guerre. Il a fait des reportages depuis le Salvador et a couvert la guerre des Malouines. Mais des années plus tard, ses reportages ont été critiqués. Il avait dit aux téléspectateurs qu'il avait été dans des zones de combat et qu'il avait survécu à une émeute où des gens avaient été abattus et tués. Mais d'autres journalistes de CBS ont dit que ce n'était pas vrai. O'Reilly était à Buenos Aires, à plus de 1000 miles des Malouines. Ils ont dit qu'il y avait eu des protestations, mais pas de coups de feu, pas de mort. Un journaliste a même dit qu'il avait vu pire lors de manifestations pacifistes à Washington, D.C. La version des événements d'O'Reilly ne correspondait pas à ce que les autres avaient vécu, et l'écart entre la vérité et la performance se creusait. Son départ de CBS a été amer. Il a accusé la chaîne d'utiliser ces images sans lui en attribuer le mérite. Au lieu de régler le problème discrètement, il a intenté des poursuites contre CBS et plusieurs collègues. Il s'est tourné vers le système juridique pour se défendre, montrant à quel point il prenait à cœur tout affront personnel ou professionnel. Les poursuites sont devenues l'une de ses tactiques de prédilection. Que ce soit dans le journalisme ou devant les tribunaux, il considérait le conflit comme quelque chose à gagner et non à résoudre. L'ascension de Bill O'Reilly à la télévision nationale a commencé en 1986 lorsqu'il a rejoint ABC News après avoir quitté CBS à la suite d'un désaccord. Bien que les détails de cette rupture n'aient jamais été rendus publics. Ce transfert a marqué une grande avancée. Il était passé des nouvelles locales à un emploi dans l'une des plus grandes chaînes d'Amérique. Pendant les 3 années suivantes, il a fait des reportages pour ABC World News Tonight, aiguisant sa présence à l'écran et se préparant à quelque chose de bien plus grand. Il a affirmé plus tard avoir remporté de nombreux prix pendant cette période, dont 2 Emmy et 2 National Headliner Awards, mais aucune source n'a jamais confirmé clairement le calendrier exact de ses victoires. En 1989, O'Reilly a rejoint Inside Edition. À l'époque, ce n'était qu'une autre émission d'infodivertissement en difficulté, mais cela a changé rapidement. Il a commencé comme correspondant principal, puis est devenu le présentateur principal. En quelques mois, il a poussé l'émission dans une nouvelle direction. Il a introduit un style conflictuel et agressif qui serait plus tard appelé journalisme gotcha. Ses producteurs étaient entraînés à prendre les gens en embuscade avec des caméras. Le but n'était pas d'obtenir des réponses honnêtes. Le but était de donner une mauvaise image des gens. Et ça a marché. Les codes d'écoute ont grimpé en flèche. Inside Edition est devenue l'émission d'infodivertissement la plus regardée en Amérique.
et elle a rapporté des millions de dollars en recettes publicitaires. Cette approche est également devenue le modèle de ce que O'Reilly ferait plus tard à Fox News. Mais en coulisses, les choses s'effondraient. Dans les années 1990, le tempérament d'O'Reilly a explosé pendant un enregistrement. Un problème mineur de téléprompteur l'a mis en rage. Il a crié, a frappé son bureau et a hurlé. « On va le faire en direct !» La séquence n'a refait surface qu'en 2008, mais quand elle l'a fait, elle est devenue que virale rapidement. Plus de 1,6 million de personnes ont regardé la crise de nerfs en ligne. Cela a montré O'Reilly comme un déséquilibré et verbalement violent envers son propre personnel. Il a dit plus tard que c'était un comportement normal sous la pression. Mais la vidéo racontait une histoire différente. Elle exposait le chaos derrière son image publique soigneusement contrôlée et laissait entrevoir des problèmes plus profonds. Au même moment, plusieurs collègues féminines d'Inside Edition tiraient déjà la sonnette d'alarme. Elles accusaient O'Reilly de harcèlement sexuel, y compris des commentaires inappropriés, des avances non désirées et des menaces à leur carrière. Les plaintes ont été étouffées en silence. La direction voulait protéger l'étoile montante. Certaines femmes ont été contraintes au silence. D'autres ont été réaffectées ou forcées de partir. Une productrice a révélé plus tard que O'Reilly demandait des relations sexuelles par téléphone et disait des choses comme « Je sais, mais je vais te faire jouer » lorsqu'on lui rappelait son pouvoir sur leur emploi. Ces premières accusations finiraient par mener à un schéma de paiement et d'accords de confidentialité qui s'étendrait jusqu'à ces années à Fox News. Entre 2002 et 2017, plus de 45 millions de dollars ont été versés à 6 femmes. Mais le schéma avait commencé bien avant. En 1995, O'Reilly était en difficulté. Il a quitté Inside Edition au milieu de fortes rumeurs de scandale. Certains rapports disaient que King World Productions avait discrètement versé d'importantes sommes à plusieurs femmes pour éviter des poursuites. D'autres suggéraient que des documents avaient été détruits et que l'on avait dit aux employés de mentir si jamais quelque chose devenait public. La même année, il s'est inscrit à la Kennedy School of Government de Harvard. Cela ressemblait à une démarche universitaire sérieuse, mais ce n'en était pas une. C'était une réinitialisation stratégique. Il avait besoin de redorer son image. Le diplôme de l'Ivy League lui donnait l'air d'un expert en politique et non d'un animateur de tabloïd tombé en disgrâce. On connaît peu de choses sur son séjour à Harvard. Sa thèse n'a jamais fait surface et il n'existe aucun dossier de travail universitaire approfondi. Pourtant, ça a marché. Sa prochaine grande étape est survenue rapidement. En octobre 1996, Roger Ailes a embauché O'Reilly pour rejoindre la toute nouvelle chaîne Fox News. Ailes ne voulait pas des présentateurs de nouvelles traditionnelles. Il voulait du conflit, de l'opinion et des codes d'écoute. O'Reilly était parfait pour cela. Elle lui a donné une émission de soirée, d'abord appelée The O'Reilly Report. Elle a été lancée le même jour que la chaîne, le 7 octobre 1996. Un mois plus tard, O'Reilly a épousé Maureen McPhilmy. Ils s'étaient rencontrés en 1992 quand elle travaillait dans les relations publiques et qu'il était encore en pleine ascension. Elle avait 14 ans de moins. Leur mariage, célébré dans une église catholique de Westbury, dans l'État de New York, était plus que personnel. Il renforçait son image d'homme de famille. Cela allait beaucoup compter lorsqu'il construirait sa marque sur des valeurs traditionnelles. Ils ont eu plus tard 2 enfants, Méline en 1998 et Spencer en 2003. Le nom de l'émission a rapidement changé pour The O'Reilly Factor. Et en 2001, c'était l'émission numéro 1 sur les chaînes d'information et chaînes d'information câblées. Après les attentats du 11 septembre, Fox News a connu une hausse massive du nombre de téléspectateurs. En septembre 2001 seulement, ils ont enregistré une moyenne de près de 1,5 million de téléspectateurs aux heures de grande écoute. La domination d'O'Reilly sur Larry King de CNN et MSNBC était totale. Il était devenu un nom connu de tous.
Son livre, intitulé The O'Reilly Factor, a passé 8 semaines consécutives en tête de la liste des best-sellers du New York Times. Son salaire n'a cessé d'augmenter, atteignant finalement 25 millions de dollars par année. Mais sa conviction qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi a également augmenté. Ce succès a eu un prix. À mesure que les codes d'écoute augmentaient, la pression augmentait également. O'Reilly est devenu plus combatif, plus convaincu qu'être fort et agressif était ce que le public voulait. Il interrompait les invités, coupait leur microphone et transformait chaque segment en une épreuve de force verbale. Il commençait chaque émission en avertissant les téléspectateurs. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans la zone sans mensonge. Mais hors caméra, le mensonge était constant. Son image était étroitement gérée. Son comportement personnel était protégé par des avocats et des règlements. Le succès de son émission lui a donné du pouvoir, mais ce pouvoir finirait par le faire tomber. Bill O'Reilly était déjà l'une des voix les plus puissantes à la télévision lorsqu'il a décidé d'aller plus loin. En 2002, il a lancé une émission de radio appelée The Radio Factor. Elle a duré 7 ans et lui a donné 3 heures soundtrack supplémentaires chaque jour de semaine pour parler directement à des millions de personnes sans les limites d'un studio de télévision. Contrairement à la télévision où des producteurs et des censeurs le surveillaient, la radio a donné à O'Reilly une tribune plus forte et plus libre. Il a utilisé ce temps pour s'en prendre aux personnes qui le critiquaient dans la presse. Des segments entiers étaient consacrés à démolir les journalistes qui avaient écrit sur lui. Les auditeurs qui s'attendaient à des nouvelles dures ont eu droit à quelque chose de plus personnel. Ces tirades radiophoniques sont devenues un outil. Elles n'ont pas seulement ajouté à son influence. Elles l'ont aidé à contrôler la conversation, à faire taire les critiques et à influencer l'opinion publique en sa faveur. En coulisses, sa vie personnelle était tout aussi intense et même plus sombre. Sa fille, Méline, est née en 1998 et son fils, Spencer, en 2003. À première vue, cela ressemblait à une famille prospère typique. Mais à l'intérieur de leur maison, les choses n'étaient pas normales. Des documents judiciaires ont révélé plus tard comment O'Reilly essayait de contrôler presque tous les aspects de la vie de sa femme Maureen. Il voulait savoir où elle allait, à qui elle parlait et comment elle passait son temps. Leur mariage s'est effondré en 2010 et leur divorce a été prononcé en 2011. Mais le vrai choc est survenu lorsque Méline, encore adolescente, a témoigné devant le tribunal. Elle a dit qu'elle avait vu son père traîner sa mère dans un escalier par le cou. Après cela, leur relation n'a plus jamais été la même. O'Reilly n'a pas reculé. Il a dit à sa fille que sa mère était infidèle. Il a dit que son beau-père détruirait son avenir. Il a même essayé d'obtenir la garde complète en 2016, mais le tribunal a dit non. Les enfants ont choisi de vivre avec leur mère. L'un des chapitres les plus dommageables de la carrière d'O'Reilly a commencé en octobre 2004. Andrea Mris, une productrice de 33 ans au O'Reilly Factor, a déposé une poursuite affirmant qu'il l'avait harcelé sexuellement. Ces allégations n'étaient pas vagues. Elle a dit qu'il avait fait des appels téléphoniques décrivant ses fantasmes sexuels. Elle a dit qu'il parlait en détail de ce qu'il voulait lui faire. Elle a même dit qu'il s'était touché au téléphone. L'affaire mentionnait 45 incidents différents et elle affirmait avoir des enregistrements parce que la loi new-yorkaise autorise l'enregistrement avec le consentement d'une seule personne. C'était une menace sérieuse. O'Reilly a répondu par une poursuite de son propre chef, l'accusant d'extorsion. Mais seulement 15 jours plus tard, l'affaire a été réglée. Les détails ont été gardés privés, mais les experts juridiques croient qu'elle a reçu environ 10 millions de dollars. Ce n'était pas qu'un scandale, c'était un signe de ce qui allait arriver. Après l'affaire Emma Reese, les choses ne se sont pas calmées. En fait, c'était le début d'un schéma beaucoup plus vaste. O'Reilly a commencé à utiliser des détectives privés pour fouiller dans la vie personnelle des femmes qui s'exprimaient. Son homme de confiance était Bo Diddley, un ancien détective du NYPD. Le travail de Diddle était de trouver de la saleté, non seulement par des voix,
Des voies légales, mais aussi par des voies illégales. Il obtenait des relevés TSA téléphoniques, des rapports de crédit et des courriels personnels. Il recueillait même des photographies, des calendriers et des lettres. Tout ce qui pouvait servir à faire passer les accusatrices pour malhonnêtes ou instables. Il ne s'agissait pas seulement d'une seule femme. O'Reilly a utilisé ces méthodes à maintes reprises. Il a également utilisé son émission de télévision pour salir publiquement les femmes qui se manifestaient. Ce qui a commencé comme un contrôle des dommages s'est transformé en stratégie. C'est devenu une partie d'un système plus vaste, utilisé par des hommes puissants dans les médias pour se protéger. Diet est même apparu sur Fox News en tant qu'invité, tout en aidant à dissimuler les pires aspects de la culture interne de la chaîne. Ce système a fonctionné discrètement pendant plus de 10 ans. Il ne s'est pas arrêté avant que le mouvement MeToo ne le mette en lumière. Les règlements n'ont pas cessé non plus. Entre 2005 et 2009, au moins 5 femmes ont reçu un total de 13 millions de dollars. Ces paiements provenaient à la fois d'O'Reilly lui-même et de la société mère de Fox News. Mais le chiffre le plus incroyable est arrivé beaucoup plus tard. En janvier 2017, juste avant de renouveler son contrat, O'Reilly a versé 32 millions de dollars à Liz Vile, une ancienne analyste juridique de Fox. Ce chiffre a stupéfié même les experts juridiques les plus chevronnés. C'était plus que ce à quoi quiconque s'attendait, et cela n'a été divulgué que des mois plus tard. Cela s'ajoutait au règlement MRI qui aurait avoisiné les 9 millions de dollars. À ce moment-là, le service juridique de Fox traitait tellement d'affaires liées à O'Reilly qu'il avait un budget spécial pour elle. Les règlements n'étaient pas si rares. Ils faisaient partie du coût de son maintien à l'antenne. Pendant que tout cela se passait dans les salles d'audience et à huis clos, le comportement d'O'Reilly à l'antenne devenait plus agressif. Entre 2005 et 2009, il a commencé à faire plus de commentaires racistes et sexistes à la télévision. L'un des moments les plus tristement célèbres est survenu dans The View, où il a fait des remarques sur les musulmans et le 11 septembre qui étaient si offensantes que 2 animatrices ont quitté le plateau en plein milieu de l'émission. Ces incidents n'étaient pas de simples faux pas. Ils se sont reproduits à maintes reprises. Certains de ses collègues ont commencé à s'éloigner. Les annonceurs sont devenus nerveux. Son image, autrefois basée sur des commentaires durs mais justes, a commencé à se fissurer. Un soir de décembre 2009, vers 22h30, Maureen McFeely a descendu le couloir de leur maison de 4 en pied carré à Manhasset, Long Island. Elle voulait seulement prendre un verre d'eau, mais quand elle a ouvert la porte de la chambre principale, elle a trouvé Bill O'Reilly debout à côté de leur lit king size, le pantalon autour des chevilles, tenant un téléphone sans fil. Selon une déclaration sous serment déposée en 2011, il respirait fort et disait des choses comme « Donne-le-moi lentement » à quelqu'un à l'autre bout du fil. Elle venait de border leur fille de 11 ans. À ce moment-là, elle a vu quelque chose de plus que de l'infidélité. O'Reilly avait déjà versé 9 millions de dollars pour régler une poursuite pour relations sexuelles par téléphone en 2004. Maintenant, l'image d'un homme connu pour prêcher la morale à la télévision est entrée en collision avec ce qu'elle a vu dans la vraie vie. Ce moment est devenu la première fissure dans ce qui allait plus tard s'effondrer complètement. Quand elle a demandé à Bill ce qui se passait, tout a explosé. Selon l'affidavit, il s'est retourné si vite que la lampe de chevet a basculé. Puis il l'a attrapée par les épaules et l'a repoussée. Son épaule a heurté le mur avec une telle force qu'elle a traversé la cloison sèche, laissant un trou d'un pied. Le verre, sur une photo voisine de leur voyage au Vatican en 2002, s'est brisé sur le tapis. Ce n'était pas la première fois que les choses dégénéraient physiquement. 2 ans plus tôt, leur fille adolescente avait dit à un examinateur qu'elle avait vu son père étrangler sa mère. Cette nuit-là, tout était pire. La fenêtre était ouverte, l'air froid entrait, et O'Reilly avait toujours le téléphone à la main. La femme à l'autre bout du fil aurait tout entendu avant que la ligne ne coupe. Le trou dans le mur est resté là pendant des mois. Maureen a dit qu'elle le voyait chaque fois qu'elle ouvrait le placard.
Mais l'incident ne s'est pas arrêté là. La tenant toujours par le cou et les épaules, O'Reilly l'a tirée dans le couloir. Sa robe de soie s'est tordue étroitement et a laissé des marques rouges qui ont été photographiées plus tard. Du haut de ses 1,90 m et de ses 109 kg, il l'a traînée devant un tableau de la rue O'Connell de Dublin, une œuvre qu'il avait achetée après un voyage en Irlande en 2008. Lorsqu'ils ont atteint l'escalier, elle a perdu une pantoufle. Les enquêteurs médico-légaux ont découvert plus tard une éraflure sur l'une des marches où son talon a heurté le sol alors qu'elle glissait. Elle a été traînée sur le sol de la cuisine et il n'était toujours pas complètement habillé. L'une des parties les plus choquantes est survenue ensuite. Son agent de sécurité a tout vu. Les détecteurs de mouvement de la maison s'étaient déclenchés, alertant le gardien sur place. C'était un policier à la retraite qui gagnait 80 000 $ par an pour protéger la propriété. Lorsqu'il est entré dans la cuisine, il a vu O'Reilly avec un bras autour du cou de Maureen. Le gardien lui a demandé si elle voulait qu'il appelle le 911. Elle a dit non, probablement par peur. Quelques jours plus tard, elle a remarqué que le gardien avait reçu une importante prime en espèces. Au cours de la procédure de divorce, elle a témoigné qu'il s'agissait d'un paiement inhabituel effectué juste après l'agression. Les avocats d'O'Reilly ont nié toute pas de vin. Mais le gardien n'a jamais témoigné. Il avait signé un accord de confidentialité après avoir quitté son emploi en 2010. Après l'arrivée du gardien, Maureen a réalisé 2 choses. Les enfants étaient toujours en haut. Et son mari était capable de quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Il venait de signer un nouveau contrat avec Fox d'une valeur de 15 millions de dollars par année. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle a commencé à tenir des registres. Elle a pris des photos du mur endommagé avec un appareil photo Nikon, les a envoyées par courriel à une amie et a rangé la robe dans un sac scellé sous vide. Le 28 décembre, à peine 10 jours plus tard, elle a ouvert un nouveau compte courant chez JP Morgan Chase et y a transféré 70 000 $. C'était suffisant pour couvrir le loyer et une année de frais de scolarité au cas où la garde deviendrait une bataille. Le 2 avril 2010, le vendredi avant Pâques, Maureen et les enfants ont déménagé. Leur fille avait 13 ans et leur fils 7 ans. Ils n'ont déménagé qu'à un demi-mile de là, mais le changement a été énorme. À la télévision, O'Reilly a continué de porter son alliance et de parler de sa femme. Il a également dit à son personnel de ne pas parler de la séparation et a embauché un avocat en relations publiques de crise tout de suite. En privé, il faisait suivre les appels téléphoniques de Maureen. En un mois, son enquêteur a consigné 592 numéros de téléphone. 23 d'entre eux étaient répertoriés comme des amis de sexe masculin. 2 ont été signalés comme étant de haute priorité. Les registres montrent qu'il a dépensé plus de 335 000 $ en surveillance cet été-là. Pendant cette même période, il a fait don de 200 000 $ à un fonds de bourse d'études pour les enfants de soldats, tombés au combat. L'un de ses propres avocats a décrit la surveillance comme une fouille de saleté sur la mère de ses enfants. En 2011, Maureen a commencé à fréquenter un détective de police nommé Jeffrey Gross. C'est alors que les choses se sont à nouveau envenimées. Les affaires internes du comté de Nassau ont soudainement ouvert un dossier sur Gross. On a dit à un sergent de trouver un levier. Cet ordre ne venait pas de l'intérieur du département. Les documents judiciaires et les reportages de presse indiquent qu'O'Reilly avait appelé le commissaire de police à 2 reprises et avait mentionné un important don à la fondation de la police avant de demander une vérification des antécédents de Gross. Les enquêteurs ont posé des questions sur des problèmes mineurs comme les heures rigoureusement supplémentaires ou si Gross avait bu un verre à une fête de district. Rien n'a collé. Des courriels de 2015 montrent que l'avocat d'O'Reilly a continué de pousser pour tout ce qui pouvait être utilisé contre Gross. Lorsque l'enquête l'a disculpé le 19 décembre, le commissaire a démissionné 3 semaines plus tard. Le don dont O'Reilly avait parlé ne s'est jamais matérialisé. Lorsque cela a été révélé en 2015, un chef de police à la retraite a qualifié cela d'abus de pouvoir.
Les choses ne se sont pas arrêtées là. En février 2012, O'Reilly a tenté d'obtenir que l'Église catholique interdise à Morin de recevoir la communion. Il a envoyé une lettre de 3 pages à l'Église locale, disant que sa nouvelle relation était un péché public et violait les règles de l'Église. Il a même joint son horaire de communion et offert de payer pour une annulation. L'Église a refusé. Il a envoyé la même plainte à l'archidiocèse de New York. Le bureau du cardinal Dolan a été contacté à 2 reprises, mais ils ont refusé d'agir. Un prêtre a qualifié cela de théologie vindicative. Lorsque cela a été soulevé devant le tribunal, l'équipe de Morin a soutenu qu'il s'agissait de harcèlement spirituel. Le juge a ensuite interdit aux 2 parents de parler de religion aux enfants à moins qu'un thérapeute ne soit présent. Entre 2014 et 2015, les 2 enfants ont rencontré un psychologue 11 fois. La fille a décrit des assiettes qui étaient lancées, un tire-bouchon utilisé pendant une dispute et des accès de colère soudains de la part de leur père. Elle a compté 14 moments de ce genre en un seul été et a tenu un journal. Son frère a dit qu'il priait pour que la porte du garage ne s'ouvre pas la nuit, parce que cela signifiait que leur père rentrait à la maison. Les 2 enfants ont demandé à vivre avec leur mère. Le psychologue a dit que leur peur était réelle et a souligné des signes de traumatisme. Lorsque les avocats d'O'Reilly ont dit que les enfants avaient été encadrés, le psychologue a présenté des enregistrements audio avec des orodatages pour prouver le contraire. Le 24 février 2016, un tribunal new-yorkais a accordé à Morin la garde résidentielle complète. Le tribunal a souligné un incident de 2010 où la fille a vu O'Reilly traîner Morin par le col dans les escaliers et cracher près de son visage. Les dossiers médicaux de cette nuit-là ont montré qu'elle avait été traitée pour une entorse cervicale et des ecchymoses. O'Reilly a tout nié, mais le tribunal a trouvé l'histoire de la fille claire et cohérente. Son temps avec les enfants a été réduit à une fin de semaine sur 2 et à un dîner en milieu de semaine. Il a reçu l'ordre de suivre un cours de gestion de la colère. À peu près au même moment, Fox a retiré le label Family Man de son matériel promotionnel. En moins d'1 an, Fox l'a laissé partir. En janvier 2017, O'Reilly a versé 32 millions de dollars pour régler l'affaire avec Liz Will, une analyste juridique chez Fox. C'était plus du triple des 9 millions de dollars qu'il avait versés à Andrea Meurice en 2004. Et même plus que le règlement de 20 millions de dollars que Gretchen Carlson avait reçu après avoir accusé Roger Ailes. L'affaire de Will comprenait des allégations de remarques obscènes, d'avances non désirées et de courriels troublants. Le règlement est intervenu quelques semaines seulement avant qu'O'Reilly ne signe un nouveau contrat de 4 ans d'une valeur de 25 millions de dollars par année. Fox a décidé de le renouveler même après avoir pris connaissance des détails. Son émission avait rapporté 326 millions de dollars en recettes publicitaires l'année précédente. Mais à peine 3 mois plus tard, tout s'est effondré. Le 1er avril 2017, le New York Times a rapporté 13 millions de dollars de règlements antérieurs. 2 jours plus tard, plus de 50 annonceurs importants se sont retirés. Le 19 avril, Fox l'a renvoyé. Il était à Rome à ce moment-là. Sa lettre de congédiement l'a rejoint en plein vol. Les codes d'écoute de Fox ont chuté de 21% la semaine suivante. La société lui a versé une indemnité de départ de 25 millions de dollars, mais le mal était fait. Son émission autrefois imbattable était maintenant un passif. Même après avoir perdu son emploi, O'Reilly s'en est pris à Morin. En 2016, il a intenté une poursuite de 10 millions de dollars contre elle, affirmant qu'elle l'avait trompé pendant leur divorce et qu'elle y avait utilisé l'argent pour financer sa relation avec Gross. Il a également tenté de récupérer leur maison. Un fonctionnaire du tribunal de la famille a plus tard qualifié ses actions de malveillantes. Morin avait déjà obtenu la garde après qu'un juge ait cru à son allégation selon laquelle O'Reilly l'avait traîné devant les enfants. En 2024, un tribunal lui a accordé un jugement par défaut de 14,4 millions de dollars lorsqu'elle n'a pas répondu à temps. Ses avocats font appel.
Les critiques disent que ce n'est qu'une autre façon pour O'Reilly d'utiliser les poursuites pour garder le contrôle. Aujourd'hui, O'Reilly n'a plus de plateforme de télévision importante. Il anime un balado depuis sa maison et vend des abonnements annuels pour 295 $. Son auditoire quotidien est maintenant d'environ 70 000 auditeurs. C'est moins de 2 des 3 à 4 millions de personnes qui regardaient autrefois son émission. Depuis qu'il a quitté Fox, il a dépensé plus de 55 millions de dollars en règlements et en honoraires juridiques. Les tentatives de retour à la télévision en 2018 et 2021 ont échoué lorsque les annonceurs ne voulaient pas prendre le risque. Une chaîne a estimé qu'elle devrait réduire ses tarifs publicitaires de 30 pour le faire revenir. Maintenant, au lieu des foules dans les stades et de la télévision nationale, il compte sur les ventes de de livres et les événements de conférences dans de petites salles. En seulement 8 ans, il est passé de la domination des chaînes d'information câblées à la prise de parole depuis une chambre à coucher.